On retrouve nos chers invités pour la suite de votre débat. Vous êtes sur New World Info. On parlait de l'inquiétude au Mali une semaine après la disparition du militant Ousmane Makadi. Passeur Edo Komi avait la parole. Oui, j'avais la parole dans le but de réagir aux propos de mon confrère Credo. Je disais que la vie humaine est sacrée et je ne serais pas tout gai. Un gai que quelqu'un soit porté disparu. Et au même moment, des personnes portées disparues, il y en a toujours. Hein. Il y a des gens portés disparus, les avis de disparition, et on se rend compte que la personne est retrouvée. Non seulement pas dans le but de harcèlement politique ou que sais-je, mais la personne a été portée disparue pour un sujet donné, et pas forcément dans le cadre d'une arrestation ou bien d'une intimidation, des menaces politiques. Donc, ce que Credo vient de dire, je comprends quand même, je comprends et je lui concède ses propos, mais il faut au même moment dire que notre cause, c'est la cause de l'humanité, c'est une cause du droit, et quand on le fait, ce n'est pas dans le but de être proche de qui que ce soit. Être proche d'Assimi Goïta, ce n'est pas ça notre préoccupation. Aujourd'hui, nous sommes pour une certaine authenticité africaine, nous sommes pour une certaine autonomie de l'Afrique, c'est une souveraineté de l'Afrique, et c'est ça notre préoccupation. Et vous pensez que Assimi Goïta le fait avec Maïsria? De toutes les façons, personne n'est à 100% parfait dans ses actes. Et personne n'est aussi 100% mauvais. C'est très important dans la vie. Hein? Il y a les forces, il y a les faiblesses. Il y a les qualités et puis il y a les défauts. Ça, c'est l'homme est ainsi fait. Et donc, on ne peut pas dire qu'il le fait avec maestro à 100%. Il y a des erreurs qu'il faut reconnaître. Et ça, si on ne le fait pas, si on est là à enfumer, c'est-à-dire à dire tout beau de Assimi Goïta, je crois qu'on le conduit, on serait en train de le conduire vers le chaos, hein, vers le désastre. Et donc, c'est pourquoi il est important quand même de la manière dont nous disons cela. C'est de ça il s'agit. Il est aussi important de dénoncer des fois ce qu'il fait, Passeur Edo Komi. Je ne vous ai jamais vu dans l'exercice là. Non, je crois que je l'ai déjà dit. Personne n'est parfait à 100%. Et personne n'est mauvais aussi à 100%. Il y a dans tout homme quelque chose de bon qu'il faut tirer. Et Assimi Goïta, jusque-là, est venu pour défendre une cause. Et les problèmes au Mali, il ne peut pas résoudre tous les problèmes au Mali. Les difficultés économiques, c'est mondial. Difficultés sociales et autres. Et nous le subissons. Et en tant qu'acteurs de la société, nous le dénonçons aussi. Mais ce qui arrive à Ousmane Makadi, je pense bien qu'il faut avoir quand même la raison gardée de ne pas rapidement accuser les autorités maliennes. Ça peut être d'autres choses, carrément. Et donc, c'est pourquoi moi je dis, il est du devoir régalien des autorités de chercher de faire des recherches pour savoir ce qui est arrivé à un citoyen. Je crois, pour assurer la sécurité des citoyens. Bon, donc, une fois encore, moi je voudrais juste rappeler à mon frère Credo Tété que l'exercice auquel je me donne tout le temps par rapport au Mali, c'est une cause qui est noble, et par rapport aux dépêches que je suis en train de lire d'un certain média, qui n'est plus bien vu par beaucoup de dirigeants africains, parce que faisant des fois même intoxiquant. N'est pas bien vu au Mali, peut-être au Burkina Faso, une partie de ces pays, les peuples d'Afrique, et faisant l'apologie. C'est comme si des fois on fait l'apologie de l'injustice, Je ne suis pas dans ce genre de choses, mais ce que je sais, nous avons amorcé une certaine dynamique pour l'Afrique, et je me plais. Je me plais dans ça, mais je ne veux pas accepter quand même qu'il y ait des erreurs dans l'exercice que nous faisons. Il faut le faire avec beaucoup de doigté, avec beaucoup de finesse, pour permettre à l'Afrique de pouvoir vraiment décoller. Avant de passer sur un autre sujet, Credo Tété, peut-être vous voulez ajouter quelque chose. Ce qu'on doit faire, c'est de prier pour qu'on puisse retrouver l'acteur de la société civile,
malienne Ousmane Makadi. Oui, justement, c'est de converger les énergies afin que le militant Ousmane Makadi soit retrouvé et de ne pas chercher des poux sur des têtes rasées pour essayer de planter un décor comme quoi il y aurait eu une certaine dynamique ailleurs. Non, nous accordons le bénéfice de doute à toutes les entités, mais insister sur l'obligation, l'urgente nécessité pour les autorités de la transition malienne de retrouver Ousmane Makadi ou de situer l'opinion sur ce qui lui serait arrivé, et nous souhaitons, nous prions vivement qu'il soit en vie et qu'il puisse dire ce qui lui est arrivé et qu'on puisse ensemble dénoncer cela pour ne pas encourager ces genres de choses. Parce que Ousmane Makadi n'est pas plus virulent que d'autres acteurs de la société civile dans d'autres pays. Le pasteur Edo Komi que j'ai en face de moi, il n'est pas tendre, il est virulent, il est conséquent aussi, mais il n'a jamais subi ce sort. On ne le lui souhaite pas, mais c'est dire que les acteurs de la société civile doivent être protégés partout où ils sont dans l'exercice de leur profession. Ils font des critiques, ils ont des objections à faire, mais ils font également d'une certaine façon des contributions, même s'ils minimisent, disons, les contributions, les apports. Maintenant, ce n'est pas parce que quelqu'un essaie de critiquer qu'on doit vouloir le faire taire de cette façon vraiment atroce. Donc, nous accordons le bénéfice du doute à toutes les parties impliquées dans la chose sociopolitique malienne et nous encourageons beaucoup plus les autorités de la transition à s'investir pour que dans les prochaines heures, qu'on ait des informations sur la vie de M. Ousmane Makadi. On reste toujours au Mali. La décision a été annoncée ce jeudi 22 décembre dans un communiqué du cadre stratégique permanent qui rassemble la totalité des groupes armés du Nord signataires de l'accord d'Alger en 2015. Ces groupes dénoncent l'absence pertinente de volonté politique des autorités de transition à appliquer un accord qui semble plus menacé que jamais. Ils suspendent leur participation aux instances de suivi de l'accord tant qu'une réunion d'urgence avec le gouvernement malien en terrain neutre n'est pas organisée. Pasteur Edo Komi, est-ce qu'on peut parler déjà de dégradation des relations de ces groupes rebelles avec Bamako? Non, vous savez, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils n'étaient pas les acteurs de premier plan dans la signature de l'accord d'Alger. C'est vrai quand même qu'ils sont dans le rouage politique, ils sont dans l'armée, justement ceux qui sont au pouvoir actuellement, mais ils ne sont pas les premiers acteurs. Et donc, depuis 2015, c'est vrai quand même qu'on reconnaît que le début d'application de cet accord d'Alger a été balbutiant, mais avec Assimi Goïta et les siens, je crois quand même qu'aujourd'hui, il y a les acteurs, les chefs rebelles et d'autres qui sont quand même dans le gouvernement. Qui sont dans d'autres domaines publics. Donc, le désarmement, il a été prévu. Il a été prévu l'intégration dans l'armée des cadres militaires de l'Est des rebelles. Et je crois que des groupes armés. Donc, je crois quand même que, d'une manière ou d'une autre, on ne peut pas dire que l'effectivité, il y a de l'effectivité dans l'application de cet accord, mais quand même, il y a certains points qui ont été appliqués, qui ont été revus. Et même au niveau de Bamako, il est question peut-être d'une rélecture. Il est question d'une rélecture de cet accord pour l'adapter, puisque depuis 2015 jusqu'à maintenant, donc il faut relire cet accord et voir ce qui reste, les reliquats, c'est ça non? Les reliques de cet accord qu'il faut appliquer. Bon, c'est vrai quand même que dans tout ça, il faut reconnaître que c'est des groupes armés et qui ne sont pas, qui veulent quand même, ceux qui ont signé cet accord veulent l'unité du Mali. Donc, c'est des gens qui se désolidarisent quand même de ceux qui veulent l'indépendance de l'Azawad et autres. Donc, c'est des groupes qui avaient quand même une même intention pour l'unité du Mali. Maintenant, est-ce qu'il faut-il parler de la dégradation et surtout le fait qu'ils demandent une certaine organisation d'une rencontre sur un terrain neutre hors de Bamako? Est-ce que là, ce ne serait pas une menace en train de menacer ou bien de
d'intimider le régime de Bamako. Personne ne saurait le dire, mais ça sent quelque chose de ce genre. Et qui sait, parce que quand vous prenez l'affaire du Mali, l'Algérie joue un grand rôle puisque l'accord a été signé en Algérie. Alors il faut voir, il revient à l'Algérie de voir si les points inscrits à l'ordre dans le cadre de cet accord en 2015. Qu'est-ce qui reste à être appliqué. Et si une réunion devait y avoir lieu, il y a le comité de suivi. Je pense que les rebelles actuellement veulent se retirer de ce comité de suivi. Et ça ne fait pas bonne mine, mais au même moment, qui sait que avec la position d'Assimi Goïta et tout ce que nous avons vu tout autour, aujourd'hui, il faut reconnaître quand même que le Mali économiquement quand même se reprend avec la nationalisation des sociétés, avec ceux qui étaient comment les appelle ceux qui étaient là, je vais retrouver le mot qu'il faut les charançons. Voilà, les charançons qui étaient là, qui voulaient nuire et puis écraser complètement, sont en train de partir, et qu'aujourd'hui il y a une force quand même financière, économique qui se dégage au Mali. Et donc, vous voulez dire quoi? Que tout est mis en œuvre pour dégrader la situation actuelle? En fait, ce n'est pas dans le cadre de la dégradation de la situation. C'est plutôt dans le cadre d'harmoniser les choses et permettre à ce que chaque Malien puisse bénéficier des recettes du fruit de la manne nationale. Donc, moi, je parle plus des rebelles. Non, justement, ces rebelles, comme je l'ai dit, pour le moment, on ne peut pas leur prêter une autre intention. On ne peut pas du tout leur prêter une autre intention, mais cela n'est pas exclu. Nous sommes en politique que quelque chose... Il serait manipulé. Je le dis, c'est pourquoi j'ai déjà dit qu'on ne peut pas leur prêter une mauvaise intention pour le moment. Mais il ne faut pas aussi l'exclure. En ce sens qu'il peut y avoir une fumée, et donc, pour faire dégrader la situation. Et ça profite à qui? Personne ne saurait le dire. Mais la situation actuelle est sous le contrôle des autorités maliennes. Et ce qu'on peut demander aux groupes armés, je crois quand même que c'est de retourner à Alger, puisque Alger est le chef de file. Le garant. Le chef de file de cet accord. Bon, donc il faut retourner à Alger et voir ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir intégrer, si des points sont là qui ne sont pas appliqués, on peut les appliquer pour ne pas prétendre faire la volonté des ennemis du Mali. Alors, Credo Tété, c'est vrai que les signes ont annoncé cela depuis. Ce n'est pas aujourd'hui, ils sortent pour dire cela. Ils ont déjà pris le temps d'avertir le régime de Bamako depuis quelque temps. Alors, cette situation, elle est tendue vu ce que le Mali vit actuellement et les menaces aujourd'hui qui planent justement sur le pays. Oui, Michel, avant de venir à cette question, donc je voudrais nuancer un certain nombre de choses. J'ai écouté religieusement le pasteur Edokomi, c'est vrai, il a dit que cet accord a été signé en 2015, ce n'était pas l'œuvre ou bien dans la chasse gardée des autorités actuelles de la transition. Justement, l'État, c'est une continuité. Donc, l'État, c'est une continuité. Donc, les autorités actuelles ont aujourd'hui la lourde responsabilité d'amener à bon port les conclusions de cet accord. Et je crois que toutes les parties devront également faire des efforts. Et aujourd'hui, les groupes armés, les groupes rebelles dénoncent, ils menacent de quitter, tout en disant que le cadre, le comité de suivi ne répondrait plus à leurs aspirations. Donc, ils demandent d'autres cadres de discussion à l'extérieur du Mali. Donc, je voudrais dire, il ne faudrait pas qu'on perde de vue que les groupes armés vivent de dissensions. Ils réagissent par rapport aux dissensions et ils travaillent sur les dissensions. Donc, ils se définissent par les dissensions. Lorsque, à un certain moment, des points qui étaient autrefois des points de désaccord
sont en train d'être aplanis. Donc, ça ne fait pas l'affaire, ou bien ça ne ferait pas l'affaire de ces groupes armés, de ces groupes rebelles. Donc, c'est comme si on les vidait un tant soit peu de leurs coquilles. Dans une certaine mesure, oui, ils ont donné des signaux. Mais est-ce que les signaux-là ne soutiendraient pas, disons, ce qu'ils sont en train de poser aujourd'hui comme actes? Est-ce qu'ils ne sont pas, par rapport à leur domaine de définition, fatigués de ce cadre d'accord, de cet accord d'Alger? Parce que cet accord d'Alger, si ce n'était pas au début mis en application, donc je crois qu'il serait parti un jour ou bien une semaine. Ouais. Maintenant qu'on est en train de dérouler les tapis avec les difficultés de l'heure, est-ce qu'il ne serait pas beaucoup plus en déphasage avec les revendications portées il y a plus de 5 ans, disons 7 ans. 7 ans. Donc, ils vont essayer de se redéfinir autrement en portant des points de désaccord. Donc, ce sont de nouveaux points de désaccord qu'ils sont en train de porter sous le sceau de la menace pour qu'ils puissent se retrouver à une nouvelle table de négociation. Pourquoi est-ce qu'ils ne disent pas, il y a un comité de suivi, il y a le cadre qui est déjà établi. S'il y a des mécontentements, s'il y a des points de dissension, ils peuvent en discuter au sein de ce comité de suivi. Pourquoi est-ce qu'ils demandent à aller sur un autre terrain, sur un terrain neutre? Donc pour vous, ce sont des menaces? Ce sont des menaces à balles réelles. Ce sont des menaces à balles réelles. Peut-être que ces groupes armés, ces groupes rebelles ont envie de débarrasser le plancher, mais ils n'ont pas assez d'arguments. Donc, ils vont menacer et tout en espérant que les autorités, les nouvelles autorités en face puissent également se braquer pour justifier leur sortie. Mais moi, je crois que lorsqu'on est dans un comité de suivi, on cherche des approches de solutions. Chacun doit mettre de l'eau dans son vin. Alors, les groupes armés déploient la dégradation pour vous aider, Pasteur Edo Komi, de leurs relations depuis 2 ans avec les autorités maliennes de transition et questionnent clairement la volonté réelle de Bamako de maintenir l'accord de paix en vie. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Bamako ne serait plus prêt à appliquer à la lettre ces accords d'Alger? Non. Pourquoi Bamako... Non, c'est juste une question. Non, pourquoi Bamako va refuser d'appliquer cet accord? Je ne pense pas. Vous savez, comme je l'avais dit plus haut, c'est vrai quand même que les acteurs actuels, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ne sont pas les signataires, mais c'est la continuité de l'État. Et l'accord de paix d'Alger, je crois, c'est un soulagement. C'est un soulagement pour tout le Mali. Hein, pour cesser le feu, pour le retour à l'ordre, le retour à la sécurité. Mais au même moment, il faut, comme on le dit, il y a beaucoup de ces acteurs-là aujourd'hui qui sont rentrés à Bamako, qui sont libres, c'est suite à cet accord. Il y en a qui sont libres aujourd'hui, c'est suite à cet accord. Et donc, il y a beaucoup de ces chefs rebelles qui sont libres aujourd'hui à cause de cela. Ce qui veut dire que l'application de cet accord a déjà permis quand même de régler certains problèmes. D'autres même dans le gouvernement. D'autres au sommet. Dans des points ont été touchés quand même. Ont été touchés dans la gestion des affaires, dans l'éducation de la gestion des affaires de ce pays. Et je pense que c'est très important. Maintenant, s'il y a un autre sujet, s'il y a un point qui n'est pas appliqué, ben, il y a la médiation. La médiation algérienne qui est là. Je pense qu'il faut plutôt se tourner vers l'Algérie et dans le comité de suivi pour poser clairement le problème. Et que si le problème est posé et qu'on voit la pertinence de ces points et que Bamako, les autorités de Mali, refusent de les appliquer, là on peut comprendre. Là on peut comprendre qu'il y a une certaine dégradation. On peut questionner la volonté des autorités de pouvoir poursuivre cet accord. Mais on ne l'a pas fait. On veut directement s'adresser aux autorités directement, alors qu'il y a la médiation. Il y a un cas de suivi. C'est là où un peu, on voit quand même que la demande, la réclamation de ces groupes-là est un peu biaisée, ne tient pas tellement parce que ils sont en train de dévier le sujet et ne ciblent pas le bon endroit pour pouvoir poser leur réclamation. Il faut quand même que la procédure soit respectée. Et là, on verra si les autorités maliennes sont de mauvaise foi ou pas. Donc, comme je le disais plus haut,
il va falloir quand même, ces menaces-là, il faut les prendre quand même au sérieux. Il faut les prendre au sérieux parce qu'il n'y a pas de fumeux. Ça fait, je l'avais déjà dit, que les gens peuvent à tout moment surfer sur ce genre de choses pour vouloir compliquer la vie aux autorités maliennes. Pour ces gens-là, tous les sujets sont bons, hein, tous les sujets sont bons à exploiter pour pouvoir avoir les autorités maliennes. Alors, il a touché à un point, il revient à Alger, Credo Tété, de prendre des initiatives. Est-ce qu'aujourd'hui, quelque chose empêche l'Algérie du président Tebboune d'être devant ces accords? Oh non, je crois que l'accord même, c'est l'accord d'Alger. Donc, c'est dire qu'à un certain moment, il y avait eu une implication de l'Algérie dans la signature de cet accord. Si ça ne va pas, s'il y a dénonciation de cet accord à un certain moment, ou bien s'il y a l'expression d'un mécontentement dans le déroulement normal des choses, donc, à un certain moment, il faudrait avant tout constater, disons, la réticence, comme l'a dit le pasteur Edokomi, des nouvelles autorités de la transition malienne à créer le cadre ou bien à faire évoluer les choses. Maintenant, s'il n'y a pas de réticence, on peut parler de, disons, de réclamations assez fantaisistes, ou bien les groupes armés, les groupes rebelles sont fatigués de ce cadre de discussion de ce comité de suivi. Donc, ils veulent un autre. Et justement, c'est l'intention, parce qu'ils ont appelé à se retrouver sur un territoire neutre. Et oui, donc, aller sur un territoire neutre. Pourquoi ne pas citer directement Alger? Pourquoi ne pas citer directement Alger, ou bien ne pas dire que nous voulons sortir du pays pour rediscuter d'autres points. Donc, je crois que c'est également... Les accords d'Abidjan, peut-être, pasteur? Oui. Non, les accords d'Abidjan, non, le pasteur. Donc, il trouve toujours la France derrière la Côte d'Ivoire. C'est juste pour le taquiner. Oui, donc c'est juste pour le taquiner. Je crois qu'il est à l'aise comme ça lorsqu'on lui lance des pics. Et il répond sportivement à ces pics, comme il a eu à apprécier la dernière fois les analyses du numéro 1 du premier magistrat togolais par rapport au jeu des équipes africaines. Donc, il a continué toujours. Oui, non, non seulement il a consommé, il a bu. Donc, pour revenir au sujet des groupes armés, des groupes rebelles, donc il faut dire que ce sont des gens qui essaient toujours de mettre la pression, de menacer, de mettre la barre assez haute. Je le disais dans mon premier développement, est-ce que, je ne sais pas, les termes, disons, exhaustifs de cet accord d'Alger, ben est-ce que à un certain moment, le comité de suivi ne serait pas en train de vider les points de désaccord et eux, ils ne voudraient pas que, disons, le fait d'éplucher tout cela va donner un sentiment qu'en fait, ils n'ont plus, disons, d'existence légale. Donc, il faut créer un autre climat pour porter d'autres revendications. Ça, ce n'est pas bien, mais ils sont également dans leur rôle. Parce que s'ils se sont rebellés, s'ils sont des groupes armés, c'est parce qu'ils veulent porter des revendications. Et ce sont des éternels insatisfaits. Lorsqu'on essaie de trouver des terrains, d'entente, de faire évoluer les choses, ce sont des gens qui vont trouver d'autres choses. Et généralement, qu'est-ce que nous voyons? Les groupes armés, les groupes rebelles dans nos pays ou bien dans le monde entier ont toujours des arrière-cours. Et les arrière-cours les poussent à demander d'autres choses, à aller sur d'autres terrains parce qu'il y a d'autres intérêts qui seraient en jeu. Intérêt en jeu. Est-ce que l'impasse actuelle pourrait-elle conduire à la reprise des armes, pasteur Edokomi? On ne souhaite pas cela, mais il va falloir y réfléchir sérieusement. Vous l'aviez dit d'ailleurs, il faut trouver un point de consensus. Non, je crois bien que, eu égard à tout ce que nous avons développé comme argument jusqu'ici, il ressort que ces revendications sont fantaisistes et veulent semer de troubles. Et il va falloir quand même que les autorités maliennes soient vigilantes et puissent, afin de pouvoir contenir ces intentions qui sont de nature à pécher à l'autre. Donc, je pourrais dire que par rapport à cette situation, ce qui est intéressant de savoir, c'est que déjà sur le terrain militaire, sur le terrain, on sent quand même que les FAMA sont en train de faire quand même un boulot titanesque sur le terrain.
ces derniers temps, il y a quand même une réduction des attaques et autres. La vie reprend dans certains endroits. Donc, c'est dire quand même qu'un travail est fait. Et je ne pense pas que reprendre encore les armes dans ce genre de situation qui va suivre, parce que la plupart des chefs quand même, il faut reconnaître que la plupart des chefs ne sont plus encore dans cet isolement dont on parle, parce que c'est des gens qui sont déjà à Bamako, c'est des gens qui sont ailleurs, qui ont déjà retrouvé quand même la vie, hein, qui ont retrouvé la vie. Bon, donc, est-ce qu'il y aura encore possibilité pour ces gens de pouvoir reprendre les armes? Mais aussi, comme je l'ai dit, il ne faut pas aussi quand même minimiser. Il ne faut pas aussi minimiser ce genre de choses. Il faut les prendre au sérieux. Si on les prenait au sérieux et qu'à la fin, il n'y a rien, ce n'est pas un problème. On n'aurait rien perdu. Mais si on les minimisait et qu'à la fin, que ça arrive, je crois que on serait surpris et ça va compromettre encore la situation du Mali. De tout compte fait, ce qu'on peut demander à ces groupes-là, c'est de porter leurs revendications au bon endroit. Au bon endroit pour nous aujourd'hui, c'est l'Alger. Alors, je pense bien que l'Alger ne va pas rester quand même silencieux. L'Alger ne va pas quand même rester silencieux par rapport à cette situation, à la situation actuelle. Si éventuellement il y a quelque chose, je crois Alger, qui est le garant de cet accord, va certainement faire de telle sorte que les rappeler à l'ordre, ou bien essayer de vouloir échanger si tel que certains points n'ont pas été encore épuisés dans l'accord. Et donc, cela sera pour le bien du Mali, parce que le Mali est revenu de très loin. Il ne faut pas quand même qu'on réveille encore les vieux démons, pour compliquer la situation à ce qui est en train d'être fait. Ces gens-là sont des Maliens, qu'ils sachent que ils n'ont aucun autre pays que ce qu'ils ont de commun, c'est le Mali. Ils n'en ont pas autre chose, c'est le Mali. Quand le Mali est dévasté, quand le Mali est détruit, ils iront où? Leur progéniture, ils iront où? Donc c'est ça l'aspect que la guerre n'a jamais favorisé les choses. Il faut quand même qu'ils essaient de passer par la voie normale pour pouvoir régler tout différent si différent il y a. Alors, pour citer Credo Tété, on sait que Bamako a toujours affirmé son implication dans ces accords d'Alger. Peut-être qu'il a envisagé une réélecture ou une mise en œuvre très intelligente de ces accords. Non, je crois que c'est une insinuation même. C'est ce que voudraient ces groupes armés, ces groupes rebelles. Peut-être que, je le disais tantôt, vu l'évolution de la situation, ils voudraient poser d'autres revendications. Donc, ce qu'on doit dire, c'est appeler les autorités maliennes à ne pas tomber dans le jeu de ces groupes armés, d'être regardants sur les choses, ça c'est le premier point, mais d'avoir également cette disponibilité d'écoute. Vous savez, lorsque vous êtes en table de discussion, de négociation, il faut être habile. Lorsque c'est vous qui êtes, disons, appelé à jouer la carte de l'apaisement, à rassembler, vous devez être assez habile pour ne pas tomber dans le piège de ceux que vous avez en face, parce qu'eux, ils n'ont rien à perdre. S'ils quittaient le comité de suivi ou bien la table de discussion, leur première activité ou bien leur activité principale, c'est d'aller retrouver les armes. Et ça poserait encore un autre problème sécuritaire. Donc, les autorités actuelles du Mali doivent se dédoubler pour essayer de créer des conditions afin qu'ils puissent aller, même si c'est revisiter, disons, les points de cet accord, qu'on revisite les points de cet accord et qu'on puisse également donner l'opportunité à ces représentants de ces groupes armés de s'exprimer, de dire réellement quelles sont leurs motivations ou bien quels seraient les problèmes auxquels ils feraient face et ils veulent retrouver les vieilles habitudes. Allez, chers amis, on va marquer la pause pour le journal. On vous retrouve juste après pour la suite.